Dans la quiétude d'une soirée d'automne, sous les lueurs tamisées des réverbères d'une banlieue parisienne, Sophie Laurent, une avocate d'origine africaine, roulait calmement sur une route déserte, les mains fermement posées sur le volant de sa berline noire. La radio diffusait doucement un air de jazz, un contraste apaisant avec la tension qui allait bientôt envahir l'habitacle. Sophie, la trentaine, élégante dans son tailleur gris anthracite, rentrait chez elle après une longue journée au cabinet. Ses pensées vagabondaient entre un dossier urgent et le dîner qu'elle prévoyait de partager avec son amie Claire dans un bistrot du Marais. Mais en un instant, cette sérénité s'évanouit. Dans son rétroviseur, des éclats rouges et bleus clignotèrent, perçant l'obscurité comme une menace. Une voiture de police, gyrophares allumés, s'était glissée derrière elle, trop près, trop insistante. Sophie sentit son pouce accélérer, ses doigts se crispant sur le cuir du volant. Elle n'avait pas dépassé la limite de vitesse, n'avait pas grillé un feu, ni commis la moindre infraction. Pourtant, l'ombre de cette voiture de police, collée à la sienne, semblait jouer un jeu de pouvoir, un jeu qu'elle connaissait trop bien, un jeu qu'elle avait vu dans les récits de ses clients, dans les témoignages qu'elle défendait avec ferveur au tribunal. Une bouffée d'angoisse monta en elle, mais elle la réprima, respirant lentement, méthodiquement. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à un contrôle, mais quelque chose dans l'air ce soir-là sentait le danger. Sophie ralentit avec précaution et se gara sur le bas-côté, dans une rue bordée d'arbres dénudés par l'automne. Elle éteignit la radio, laissant le silence s'installer, seulement troublé par le ronronnement du moteur de la voiture de police. Elle posa ses mains bien en évidence sur le volant, une habitude qu'elle avait acquise au fil des années, un réflexe de prudence forgé par des récits trop nombreux d'escalades inutiles. Dans son sac, posé sur le siège passager, ses papiers étaient en règle, carte d'identité, permis de conduire, carte grise. Tout était prêt. Elle baissa légèrement sa vitre, juste assez pour communiquer, et attendit. Les pas lourds d'un officier résonnèrent sur l'asphalte, un bruit sec et autoritaire. Permis et carte grise, aboya une voix masculine, sans préambule, sans politesse. Sophie, habituée à garder son calme sous pression, répondit d'une voix posée, « Bien sûr, monsieur l'agent. Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez » L'officier, un homme blanc d'une quarantaine d'années, lunettes de soleil perchées sur le nez malgré la nuit, ignora sa question. Il tapa du bout des doigts sur le toit de la voiture, un geste impatient, presque provocateur. Sophie tendit ses documents avec des gestes lents, précis, évitant tout mouvement brusque. L'officier, qui se présenta comme l'agent Dubois, les saisit sans même y jeter un coup d'œil. « Descendez du véhicule », ordonna-t-il soudain. Sophie cligna des yeux, surprise. « Pardon ? » ?»« Descendez du véhicule, madame. » Sa voix était plus dure, plus tranchante. Un second officier, plus jeune, apparut à la fenêtre côté passager, la main nerveusement posée près de son étui. Sophie sentit une colère sourde monter en elle, mais elle la contint. Elle connaissait ses droits, elle connaissait le système. « Monsieur l'agent, je n'ai été informé d'aucune infraction. Suis-je en état d'arrestation » demanda-t-elle, son ton ferme mais respectueux. L'agent Dubois souffla bruyamment, comme si sa question était une insulte. « On enquête sur un vol de voiture signalé dans le coin. Votre véhicule correspond à la description. » Sophie sentit son estomac se nouer. « C'est ma voiture, » répondit-elle, la voix claire, contenant à peine son indignation. « Elle est enregistrée à mon nom. Vous avez mes papiers. Vérifiez. » Mais l'officier ne semblait pas intéressé par ces explications. « Descendez, madame, » répéta-t-il, plus fort cette fois. Sophie pesa ses options. Refuser risquait d'aggraver la situation. Obtempérer n'était pas non plus une garantie de sécurité. Elle défit sa ceinture, ouvrit la portière et posa un pied sur le sol. À peine fut-elle debout que le jeune officier, l'agent Lefebvre, s'avança. Sans un mot, il saisit son poignet avec une brutalité inutile, le tordant derrière son dos. « Eh » s'exclama Sophie, le souffle coupé, tandis que le métal froid des menottes se refermait sur sa peau.
C'est inutile, protesta-t-elle, tournant la tête pour croiser leurs regards. Madame, vous êtes en garde à vue le temps qu'on éclaircisse ça, déclara Dubois, appuyant une main sur son épaule pour la maintenir en place. En garde à vue pourquoi? Rétorqua Sophie, sa voix tremblante de colère contenue. Vous n'avez aucune raison valable. L'agent Dubois la coupa. Vous conduisez une voiture volée. Sophie sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Bon ça. C'est absurde. Vérifiez la plaque, vérifiez les papiers. C'est une détention illégale. Les passants, rares à cette heure, ralentissaient, jetant des regards curieux, certains murmurant, d'autres détournant les yeux. L'humiliation brûlait, mais ce qui la consumait davantage était cette injustice flagrante, ce sentiment d'être réduite à une cible, à une menace, à cause de sa couleur de peau. Soudain, une voix s'éleva. Qu'est-ce qui se passe ici? Un homme d'un certain âge, André, un voisin du quartier, s'approcha, son chien en laisse. Il portait un vieux manteau et une casquette en laine, son visage marqué par l'inquiétude. Cette dame n'a rien fait de mal, pourquoi vous la traitez comme ça? L'agent Lefebvre se tourna brusquement vers lui. Reculez, monsieur, ça ne vous regarde pas. André fronça les sourcils, refusant de céder. Je vis ici, et j'ai le droit de savoir pourquoi vous harcelez une femme seule en pleine nuit. Dubois s'avança, menaçant. Retournez chez vous, ou vous aurez des problèmes. André recula à contre-cœur, mais ses yeux restèrent fixés sur Sophie, comme pour lui promettre qu'il n'oublierait pas ce qu'il venait de voir. À cet instant, une voiture ralentit sur la route. Claire, l'amie de Sophie, reconnut la berline noire et les gyrophares. Sans hésiter, elle sortit son téléphone et commença à filmer, restant à distance pour ne pas attirer l'attention. Sophie, toujours menottée, sentit le métal mordre ses poignets. Elle releva la tête, fixant Dubois droit dans les yeux. « Appelez mon frère, dit-elle, d'une voix qui ne tremblait plus. Dubois ricana. « Votre frère? Et c'est qui, votre frère ?» Sophie redressa le menton. « Julien Laurent. Procureur de la République. » Un silence pesant s'installa. Lefebvre, le jeune officier, perdit son sourire narquois. Dubois, lui, relâcha légèrement sa prise, mais tenta de masquer son trouble. « Ouais, c'est ça, marmonna-t-il, sceptique. » Sophie ne flancha pas. « Appelez-le. Maintenant. Ou je le ferai moi-même. » Dubois saisit le téléphone de Sophie, posé sur le siège passager, et le déverrouilla après qu'elle lui eut donné le code, sous la contrainte. Il composa le numéro qu'elle lui indiqua, celui de Julien. Claire, toujours à l'écart, continuait de filmer, son cœur battant à l'idée que cette vidéo pourrait faire la différence. Le téléphone sonna, et après quelques secondes, une voix grave répondit, « Julien Laurent. » Dubois se raidit, son assurance vacillant. Ici l'agent Dubois, commissariat du 12e arrondissement. On a une femme ici qui prétend être votre sœur. » Un silence glacial suivit. Puis la voix de Julien, tranchante comme une lame, « Vous parlez de Sophie? Qu'est-ce que vous lui faites, bon sang ?» Lefebvre, mal à l'aise, changea de position, sa main s'éloignant de son étui. Dubois tenta de reprendre le contrôle. On l'a arrêté pour un contrôle. Un signalement de vol de voiture. Julien l'interrompit, furieux. Un vol de voiture? Vous arrêtez ma sœur, une avocate reconnue, pour un prétendu vol de voiture? Vous plaisantez, j'espère? Sophie observait la scène, son regard passant de l'un à l'autre des officiers. Elle vit la panique s'installer dans leurs yeux. Vous avez vérifié ces papiers? La plaque? Continua Julien, sa voix montant d'un ton. Dubois bafouilla. On suit la procédure, monsieur. La procédure? Rugit Julien. Vous avez vu une femme noire dans une belle voiture et vous avez décidé de l'humilier, c'est ça?
Retirez-lui ses menottes tout de suite, rendez-lui ses affaires et présentez vos excuses. Sinon, je vous promets que vous ne porterez plus jamais cet uniforme. Dubois, le visage blême, chercha la clé des menottes, ses mains tremblantes. Le clic sonore des menottes, qui s'ouvraient et résonna dans la nuit. Sophie massa ses poignets endoloris, son regard perçant fixé sur les deux officiers. Claire, toujours à distance, arrêta d'enregistrer, un mélange de soulagement et de rage dans les yeux. André, qui n'avait pas bougé, hocha la tête en signe de solidarité. « Vous allez bien ?» demanda la voix de Julien, toujours en haut-parleur. « Ça va ?» répondit Sophie, sa voix ferme mais teintée d'une colère froide. « Ils sont encore là ?» demanda Julien. Sophie jeta un coup d'œil aux officiers, qui semblaient vouloir disparaître. « Oui. »« Bien. » dit Julien. « Je veux les entendre s'excuser. » Dubois, les mâchoires serrées, marmonna. « Je m'excuse. » Plus fort, Jessie, ordonna Julien. « Je m'excuse pour la détention injustifiée. » Répéta Dubois, la voix tendue. Sophie croisa les bras, un léger sourire aux lèvres. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Lefebvre, déjà en retrait, se dirigeait vers la voiture de police, pressé de fuir. Dubois rendit son téléphone à Sophie, évitant son regard. Elle le prit, frôlant ses doigts, notant son malaise évident. Sans un mot de plus, elle remonta dans sa voiture, claqua la portière et démarra. Les officiers s'éloignèrent à la hâte, leurs pneus crissant sur l'asphalte. Sophie roula en silence, les lumières de la ville défilant à travers ses vitres. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une colère sourde, profonde. Elle aurait dû être chez elle à 7 heures, un verre de vin rouge à la main, discutant avec Claire de leur projet pour le week-end. Au lieu de cela, elle revivait chaque seconde de cette humiliation, les menottes, les regards qui la réduisaient à moins que rien. Son téléphone vibra sur le siège passager. Julien. Elle appuya sur le bouton Bluetooth. « Je vais bien », dit-elle avant qu'il ne puisse parler. « Je n'ai pas demandé », répondit-il, mais sa voix trahissait son inquiétude. « Tu n'avais pas besoin. » Un soupir traversa la ligne. « Je viens de parler au commissariat. Ils sont en panique. » « Bien. » lâcha Sophie, son ton sec. « Parle-moi », insista Julien, plus doucement. Elle serra les dents. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était épuisée? Que malgré ses diplômes, ses succès, son respect des règles, elle restait une cible. « J'ai géré. » dit-elle simplement. « Tu n'aurais pas dû avoir à le faire. » répondit-il. Elle ne pouvait pas le contredire. En arrivant chez elle, dans un immeuble haussmannien du 11e arrondissement, elle gara sa voiture et monta les escaliers, chaque pas alourdi par une fatigue qui n'était pas physique. Elle ôta ses escarpins, jeta son sac sur le canapé et se dirigea vers la cuisine. Un verre de vin. Elle en avait besoin. Mais alors qu'elle saisissait une bouteille de Bordeaux, un coup sec à la porte la figea. Son pouce accéléra. Il était tard, trop tard pour une visite. Elle s'approcha de la porte, jetant un œil par le judas. Un homme, la trentaine, costume impeccable, se tenait là. Ce n'était pas un policier, mais elle ne le reconnaissait pas. « Oui. Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix ferme. « Je m'appelle Émile. Je suis journaliste. J'ai vu ce qui s'est passé ce soir. On doit parler. » Sophie hésita, son instinct partagé entre méfiance et curiosité. Elle ouvrit la porte, juste assez pour l'écouter. Ce qu'il dirait ensuite changerait tout. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine les rideaux épais de l'appartement de Sophie Laurent, dans le 11e arrondissement de Paris.
La lumière douce glissait sur le parquet ancien, révélant les contours d'une pièce à la fois élégante et chaleureuse, avec des étagères remplies de livres de droit et quelques toiles colorées d'artistes africains qu'elle avait soigneusement choisis lors d'un voyage à Dakar. Sophie, assise à la table de sa cuisine, une tasse de café noir fumant entre les mains, fixait son téléphone. L'écran affichait une notification. Une vidéo, partagée par Claire, sa meilleure amie, avait déjà atteint des milliers de vues sur les réseaux sociaux. C'était la vidéo de la veille, celle où Claire, en passant par hasard sur cette route déserte, avait filmé l'arrestation injustifiée de Sophie par les 2 officiers de police, Dubois et Lefebvre. Chaque image, les menottes, les gyrophares, les regards arrogants des agents, semblaient gravés dans son esprit, ravivant d'une colère qu'elle contenait à peine. Mais ce n'était pas seulement de la colère. C'était une détermination froide, une résolution qui grandissait à chaque nouvelle vue, chaque commentaire indigné, chaque partage. Sophie n'allait pas laisser cette injustice s'effacer dans l'oubli, comme tant d'autres avant elle. Elle reposa sa tasse et attrapa son téléphone pour appeler Claire. « T'as vu les chiffres ?» demanda-t-elle sans préambule, sa voix encore rauque de fatigue. À l'autre bout de la ligne, Claire, toujours pleine d'énergie malgré l'heure matinale, répondit avec un mélange d'excitation et de sérieux. « Sophie, c'est en train d'exploser. Les gens sont furieux. On doit se voir. Tout de suite. » 1 heure plus tard, elles étaient installées, à une table et en terrasse d'un petit café du Marais, le temps des cerises, un lieu typique parisien avec ses chaises en osier et ses serveurs en tablier blanc. Julien, le frère aîné de Sophie, les rejoignit, son costume impeccable contrastant avec son regard inquiet. Claire, avec ses boucles brunes et son énergie communicative, posa son téléphone sur la table, montrant la vidéo qui tournait maintenant en boucle sur les réseaux. « Regarde ça, Julien. Les hashtags Up Justice pour Sophie et Paul Stop Contrôle et abusif sont partout. » Julien, procureur de la République, passa une main sur son visage, ses traits tirés révélant une nuit sans sommeil. « Sophie, tu es sûre de vouloir aller plus loin ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque paternelle. Sophie croisa son regard, un sourire amer aux lèvres. « Tu crois que j'ai le choix ? Ils m'ont humilié, Julien. Ils m'ont traité comme une criminelle, sans raison. Si je me tais, ça arrivera encore. À d'autres. » Claire hocha la tête avec vigueur. Elle a raison. Cette vidéo, c'est une preuve. On ne peut pas laisser ça passer. Julien soupira, mais son regard s'adoucit. Il savait que sa sœur n'était pas du genre à reculer. « D'accord, dit-il enfin. Mais on fait ça intelligemment. Pas d'improvisation. Tu as besoin d'un plan, et je vais t'aider. » À cet instant, un jeune homme s'approcha de leur table, un carnet à la main et une sacoche en cuir jetée sur l'épaule. « Sophie Laurent ?» demanda-t-il, son ton hésitant mais déterminé. Sophie leva les yeux, méfiante. C'était l'homme qui s'était présenté à sa porte la veille, celui qui s'était annoncé comme journaliste. Émile Durand. Se présenta-t-il, tendant une carte de visite. Je travaille pour Le Monde. J'étais là hier soir, par hasard. J'ai vu ce qui s'est passé. Et j'ai vu la vidéo de votre ami. Claire plissa les yeux, protectrice. Et alors ? Vous voulez quoi ? Émile s'assit, sans attendre d'y être invité, un geste audacieux mais typique des journalistes parisiens en quête d'une histoire. Je veux raconter votre histoire, Sophie. Pas juste l'incident, mais ce qu'il représente. Ce genre de contrôle, ce n'est pas un cas isolé. Les gens doivent te savoir. Sophie échangea un regard avec Julien, qui haussa un sourcil, évaluant Émile. Vous voulez dire que vous allez écrire un article qui ne finira pas enterré dans un coin du journal ? demanda-t-elle, son ton mordant. Émile sourit, un éclat sincère dans les yeux. Je veux faire plus qu'un article. Je veux une enquête. Et je pense que vous, Sophie, vous pouvez être la voix qui fera bouger les choses. L'idée d'être au centre de l'attention ne plaisait pas à Sophie.
Elle était avocate, habituée à défendre les autres, pas à se mettre en avant. Mais quelque chose dans le ton d'Émile, dans sa détermination, résonnait avec la colère qui bouillonnait encore en elle. « D'accord, dit-elle enfin. Mais je pose mes conditions. Pas de sensationnalisme. Pas de récupération. On parle des faits, et on parle du système. » Émile hocha la tête, prenant des notes rapides. Claire, toujours pragmatique, ajouta « Et on utilise la vidéo. Elle doit être partout. Les gens doivent voir ce que tu as vécu. » Julien intervint, sa voix calme mais autoritaire. « On va aussi contacter des associations. SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme. Ils peuvent amplifier le message. » Sophie sentit une vague d'énergie l'envahir. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était celle de trop de gens, réduits à des suspects à cause de leur apparence, de leur nom, de leur couleur de peau. Quelques jours plus tard, Sophie se retrouva dans une salle communautaire du 19e arrondissement, un lieu vibrant d'activités où des militants, des habitants et des jeunes du quartier s'étaient rassemblés pour une réunion publique. La vidéo de Claire, maintenant visionnée des centaines de milliers de fois, avait attiré l'attention des médias locaux et même de quelques chaînes nationales. Sophie, debout devant un micro, sentit tous les regards posés sur elle. Elle n'avait jamais aimé parler en public, mais ce soir-là, elle n'avait pas le choix. « Ce qui m'est arrivé n'est pas unique », commença-t-elle, sa voix ferme malgré le nœud dans son estomac. « Ce n'est pas juste mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui se font arrêter, fouiller, humilier, sans raison. Parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée que certains ont de ce qu'un Français devrait être. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Une jeune fille, Amina, une lycéenne d'origine malienne, leva la main. « Moi aussi, ça m'est arrivé. » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « L'année dernière, en rentrant du lycée, un policier m'a arrêté pour vérifier mon sac. Il a dit que je ressemblais à quelqu'un qu'il cherchait. J'avais juste 16 ans. » La salle s'enflamma de murmures, certains indignés, d'autres partageant leurs propres anecdotes. Sophie sentit son cœur se serrer. Amina, avec son courage discret, incarnait tout ce pourquoi elle voulait se battre. Alors que la réunion touchait à sa fin, Sophie reçut un message inattendu. Un numéro inconnu, mais le texte était clair. « Je suis l'agent Mathieu. Je travaille au commissariat du 12e. Ce que Dubois et Lefebvre ont fait, ce n'était pas la première fois. Je peux vous aider. » Sophie relut le message, son pouce accélérant. Était-ce un piège? Ou une opportunité? Elle montra le message à Julien, qui fronça les sourcils. « Fais attention, Sophie. Mais si c'est vrai, ça pourrait changer la donne. » Répondit au message, proposant une rencontre dans un lieu neutre, un parc près de la Seine. Le lendemain, sous un ciel gris typique de l'automne parisien, elle rencontra Mathieu, un officier d'une trentaine d'années, visiblement nerveux. Il portait un pull gris et un bonnet, loin de l'uniforme qu'il arborait d'habitude. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-il, jetant des regards autour de lui. « Mais ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas juste. Dubois a un historique. Des plaintes enterrées, des contrôles ciblés. Lefebvre suit ses ordres, mais il n'est pas innocent non plus. » Sophie l'écouta, prenant des notes mentales. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle, méfiante. Mathieu baissa les yeux. « Parce que je suis fatigué de fermer les yeux. Et parce que ma sœur. Elle est ce comme vous. Elle a été contrôlée, elle aussi. » Cette confession, brute et sincère, brisa une barrière entre eux. Sophie hocha la tête. « D'accord. Mais je veux des preuves. » Les jours suivants, Mathieu envoya à Sophie des documents internes, anonymisés mais accablants, rapports de plaintes ignorées, témoignages d'autres victimes de contrôles abusifs. Émile, le journaliste,
travailla avec elle pour transformer ces informations en un article explosif, publié en Une du Monde. L'article, intitulé « Contrôles aux faciès, une injustice en plein jour », détaillait non seulement l'histoire de Sophie, mais aussi celle d'Amina et d'autres, appuyée par les révélations de Mathieu. La publication déclencha une tempête. Des manifestations spontanées éclatèrent en devant le commissariat du 12e, avec des pancartes réclamant justice. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et le hashtag #justice pour Sophie devint un cri de ralliement. Mais avec cette visibilité vint aussi une ombre. Une nuit, alors que Sophie rentrait chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un message anonyme, « Arrêtez, ou vous le regretterez ». Son cœur se serra, mais elle déchira le papier en morceaux. « Ils ne me feront pas à terre », murmura-t-elle, seule dans son appartement. Le lendemain, Sophie organisa une nouvelle réunion communautaire, cette fois dans une salle plus grande, prêtée par une association du quartier. Amina était là, accompagnée de sa mère, une femme discrète mais fière. Claire, toujours à l'avant-garde, avait mobilisé des artistes locaux pour créer des affiches et des visuels pour la cause. Émile était présent, prenant des notes pour un nouvel article. Sophie monta sur scène, son regard balayant la foule. « Ce combat n'est pas seulement le mien, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle. C'est le vôtre. C'est celui d'Amina, celui de tous ceux qui ont été réduits à un stéréotype. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons le respect. » La foule applaudit, un mélange de colère et d'espoir. Amina s'approcha de Sophie après son discours, les yeux brillants. « Merci, » murmura-t-elle. « Grâce à vous, je me sens moins seule. » Sophie sourit, posant une main sur son épaule. « On est ensemble, maintenant. » Alors que la réunion se terminait, Julien s'approcha, un dossier à la main. « Les choses que bouge Gora, » dit-il. Une enquête interne a été ouverte au commissariat. Dubois et Lefebvre sont sous pression. Mais ça va être long, Sophie. Elle hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. Je sais. Mais je ne m'arrêterai pas. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle alluma son ordinateur et vit que la vidéo de Claire avait dépassé le 1 million de vues. Les messages de soutien affluaient, mais aussi les critiques, les insultes, les menaces. Elle ferma les yeux, respirant profondément. Ce n'était que le début. La route serait longue, semée d'embûches, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Claire, Julien, Amina, Émile, Mathieu, et même André, le voisin qui avait osé intervenir, ils formaient d'un réseau, une force. Et Sophie savait que cette force, cette voix, allait résonner bien au-delà des rues de Paris. Construire la justice. Le ciel de Paris était d'un gris profond, chargé de nuages lourds qui semblaient de refléter le poids des semaines passées. Sophie Laurent se tenait devant les marches du palais de justice, ses talons claquant légèrement sur le pavé humide. Une foule compacte s'était rassemblée, un mélange de militants, de journalistes, de citoyens curieux et de soutiens venus de tous les coins de la ville. Les caméras des chaînes nationales, de BFM à France 24, étaient braquées sur elle, leurs objectifs captant chaque détail de son tailleur bleu marine, de son regard déterminé, de la façon dont elle redressait les épaules avant de s'approcher du pupitre. Derrière elle, une banderole portait les mots « Justice pour tous, pas pour quelques-uns ». Sophie ajusta le micro, son souffle formant de légers nuages dans l'air frais. Elle n'avait jamais cherché à être sous les projecteurs, mais aujourd'hui, elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait changer la donne. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix claire et assurée résonnant sur la place, « ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines n'est pas une anecdote. Ce n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un système qui, trop souvent, regarde la couleur de votre peau avant de voir vos droits. » Un murmure d'approbation traversa la foule, ponctué de quelques applaudissements. Sophie poursuivit, son ton gagnant en intensité. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour dire, ça suffit. Nous ne demandons pas la permission d'être respectés. Nous l'exigeons. Quelques mois plus tôt,
Sophie n'aurait jamais imaginé se tenir là, devant une foule, à porter la voix de tant d'autres. Mais l'incident de cette nuit d'automne, où les agents Dubois et Lefebvre l'avaient arrêté sans raison valable, avait allumé une étincelle. La vidéo de Claire, devenue virale, avait transformé cette étincelle en brasier. L'article d'Émile dans Le Monde avait donné un visage humain à des statistiques trop longtemps ignorées. Et les révélations de Mathieu, l'agent de police qui avait risqué sa carrière pour dénoncer les abus de ses collègues, avaient ouvert la voie à une enquête officielle. Aujourd'hui, Sophie était là pour témoigner devant une commission indépendante, mise en place sous la pression publique pour examiner les pratiques de contrôle au faciès dans la police parisienne. Julien, son frère, procureur de la République, se tenait à quelques mètres, observant la scène avec une fierté discrète. À ses côtés, Claire, toujours fidèle, prenait des photos pour immortaliser ce moment. Amina, la lycéenne qui avait partagé son propre récit lors de la réunion communautaire, était là aussi, tenant la main de sa mère, ses yeux brillants d'admiration. Sophie acheva son discours, sa voix vibrante d'une conviction inébranlable. « Je ne suis pas ici pour demander la charité. Je suis ici pour exiger la justice, non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a été arrêtée, fouillée, humiliée, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à une certaine idée de ce qu'un Français devrait être. » La foule éclata en applaudissements, certains scandant son nom. Un journaliste, reconnaissable à son badge de presse, leva la main. « Madame Laurent, cherchez-vous la révocation des officiers impliqués ?» Sophie répondit sans hésiter, « Je cherche la justice. » Et la justice, ce n'est pas seulement punir 2 officiers. C'est changer un système qui permet à ce genre d'abus de se produire encore et encore. Une autre voix s'éleva. Pensez-vous que votre lien avec le procureur Laurent vous a donné un avantage? Sophie serra les lèvres, son regard perçant. Oui, et c'est bien le problème. Personne ne devrait avoir besoin d'un frère procureur pour être traité avec respect. C'est pourquoi je continuerai à me battre, jusqu'à ce que chacun, quel que soit son nom, son métier ou son compte en banque, soit traité avec dignité. Les applaudissements redoublèrent, un grondement d'approbation qui semblait faire vibrer les murs du palais. Après le discours, Sophie retrouva Julien, Claire et Émile dans un bureau discret à l'intérieur du palais. Émile, toujours avec son carnet, griffonnait des notes pour son prochain article. « Tu as été incroyable, dit-il, un sourire admiratif aux lèvres. Cet article va faire du bruit. » Claire, plus pragmatique, posa une main sur l'épaule de Sophie. « On ne s'arrête pas là, hein? J'ai une idée. Une grande idée. » Sophie haussa un sourcil, intriguée. « Raconte. » Claire s'anima, son énergie habituelle prenant le dessus. « Un concert, Sophie. Un événement communautaire, ici, à Paris. On invite des artistes locaux, on collecte des fonds pour ouvrir un centre de conseil juridique gratuit pour ceux qui subissent ce genre de contrôle. On montre qu'on peut construire quelque chose de positif à partir de tout ça. » Sophie sourit, touchée par l'enthousiasme de son amie. « Tu ne t'arrêtes jamais, toi, hein? » Claire rit. « Pas quand il s'agit de toi. » Julien, plus sérieux, intervint. « C'est une bonne idée, mais il faut aussi rester concentré sur l'enquête. J'ai des nouvelles. » Il tendit un dossier à Sophie. Les agents Dubois et Lefebvre ont été mis en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. Et grâce aux documents de Mathieu, d'autres plaintes contre eux refont surface. Sophie parcourut le dossier, un mélange de satisfaction et d'amertume dans le cœur. Ce n'était pas assez, pas encore, mais c'était un début. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Sophie passa des heures à collaborer avec des associations comme SOS Racisme et la Ligue des droits de l'homme, rédigeant des propositions pour une réforme des pratiques policières. Elle témoigna devant des commissions, participa à des débats télévisés,
et rencontra des élus locaux pour pousser l'idée d'un conseil citoyen ayant un réel pouvoir de supervision sur la police. Entre-temps, Claire mit son plan en œuvre. Le concert, baptisé Une voix pour la justice, fut organisé dans un parc du 20e arrondissement, sous un ciel étoilé. Des artistes de tous horizons, rappeurs, chanteurs de jazz, poètes slameurs, se succédèrent sur scène, leurs performances dédiées aux victimes d'injustice. Amina, désormais une figure active dans le mouvement, monta sur scène pour lire un poème qu'elle avait écrit, ces mots simples mais puissants résonnant dans la foule. Ma peau n'est pas un crime, ma voix n'est pas un murmure. Sophie, dans les coulisses, sentit les larmes lui monter aux yeux. André, le voisin qui avait tenté d'intervenir lors de son arrestation, était là aussi, son chien fidèle à ses côtés. Il s'approcha d'elle après le concert, un sourire timide aux lèvres. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, mademoiselle Laurent. Je suis fier d'avoir été témoin de ce premier soir. » Sophie serra sa main, émue. « Merci, André. Sans des gens comme vous, rien de tout ça n'aurait été possible. » Mais tout n'était pas rose. Les menaces continuaient d'arriver, des messages anonymes, des appels raccrochés, des lettres glissées sous sa porte. Une nuit, alors qu'elle rentrait tard d'une réunion, elle trouva sa boîte aux lettres forcées, un mot griffonné à l'intérieur. « Tu vas trop loin. » Sophie sentit une pointe de peur, mais elle la repoussa. Elle avait Julien, Claire, Amina, Émile, et même Mathieu, qui continuaient à lui fournir des informations discrètement. Elle n'était pas seule. Et pourtant, la pression pesait. Lors d'un dîner chez ses parents, dans leur maison de banlieue à Montreuil, sa mère, Élise, exprima son inquiétude. « Sophie, tu fais du bien, mais à quel prix? Tu ne dors plus, tu es partout, tu prends des risques. » Sophie posa sa fourchette, son regard fixé sur la nappe brodée. « Maman, si je m'arrête, qui prendra la parole pour Amina? Pour les autres? » Son père, un homme discret qui avait immigré du Sénégal dans les années 70, hocha la tête. « Tu as raison, ma fille. Mais prends soin de toi. On a besoin de toi vivante. » Julien, assis à côté, posa une main sur son bras. « On est là, Sophie. Tu n'es pas seule. » Un matin, alors que Sophie traversait la rue où tout avait commencé, elle remarqua quelque chose de nouveau. Une petite plaque en métal, discrète mais élégante, avait été fixée sur un lampadaire par la communauté. Les mots gravés étaient simples, « Ici, une femme a dit assez. » Sophie s'arrêta, effleurant la plaque du bout des doigts. La douleur de cette nuit-là n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en autre chose, une force, une clarté, un feu. Elle repensa à Amina, à ses mots sur scène, à André qui avait osé parler, à Claire qui n'avait jamais cessé de croire en elle, à Mathieu qui avait choisi de trahir le silence de ses collègues. Et à Julien, son roc, qui l'avait soutenu à chaque étape. Elle murmura, non pas avec colère, mais avec conviction, « On continue. » Quelques mois plus tard, les résultats de l'enquête tombèrent. Dubois et Lefebvre furent officiellement sanctionnés, leurs dossiers révélant une longue histoire de plaintes ignorées. Le commissariat du 12e arrondissement, sous une nouvelle direction, annonça des formations obligatoires sur les biais inconscients et les contrôles aux faciès. Une fresque fut peinte sur le mur du commissariat, représentant une femme menottée mais debout, fière, avec la citation « La justice commence par le courage ». Sophie ne visita pas souvent cet endroit, mais lorsqu'elle le faisait, elle marchait avec un sentiment de purpose. Les rues où elle avait été humiliée étaient désormais animées par des forums communautaires, des affiches trilingues expliquant les droits des citoyens, et une ligne d'assistance juridique créée grâce au concert de Claire. Les lettres affluaient, des jeunes femmes comme Amina, des officiers repensant leur rôle, des citoyens ordinaires comme André, qui lui écrivaient « Vous m'avez redonné l'espoir que ce pays peut changer. » Sophie savait que le chemin était encore long.
Les manifestations continuaient, les résistances au changement persistaient, et le racisme n'avait pas disparu. Mais chaque pas, même petit, comptait. Elle était devenue plus qu'une victime, plus qu'un symbole. Elle était une voix, une force, une preuve que le courage pouvait fissurer le silence. Un soir, lors d'une interview pour une chaîne de télévision, on lui demanda comment cette nuit avait changé sa vie. Elle réfléchit un instant, puis répondit. Avant, je pensais que la justice était quelque chose qu'on gagnait au tribunal. Maintenant, je sais qu'elle se construit, jour après jour, jusqu'à ce que personne n'ait plus à se battre comme je l'ai fait. En rentrant chez elle ce soir-là, elle ouvrit une bouteille de Bordeaux, s'assit sur son canapé, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce n'était pas la fin. Mais c'était un début. Réflexion sur l'histoire de Sophie Laurent. L'histoire de Sophie Laurent, une femme confrontée à une injustice brutale lors d'un contrôle policier abusif, résonne profondément dans le contexte de la société française contemporaine. Ce récit, bien que fictif, reflète une réalité douloureuse pour beaucoup, la discrimination basée sur l'apparence, un fléau qui fracture la confiance et vole la dignité. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est le courage de Sophie. Face à l'humiliation, elle choisit non pas le silence, mais la lutte, transformant une épreuve personnelle en un mouvement collectif pour la justice. Cette résilience est une leçon universelle. Chacun de nous, face à l'injustice, a le pouvoir de dire « assez » et de faire entendre sa voix. En France, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravés dans l'âme nationale, cette histoire nous rappelle que ces valeurs doivent être défendues activement. Sophie incarne l'élégance et la détermination d'une femme française moderne, mais aussi la force des communautés marginalisées qui refusent de se taire. Sa collaboration avec Claire, Julien, Amina, Émile et même André montre que le changement naît d'un effort collectif, d'une solidarité qui transcende les différences. Cette unité est une inspiration pour notre quotidien, écouter les autres, soutenir leurs combats, et reconnaître que chaque geste compte. L'histoire nous enseigne aussi que la justice n'est pas un acquis, mais un édifice à construire. Dans nos vies, cela signifie agir avec empathie, confronter nos propres préjugés et amplifier les voix des opprimés. Que ce soit en dénonçant une injustice au travail, en éduquant nos enfants à respecter la diversité ou en participant à des initiatives communautaires, nous pouvons tous contribuer à une société plus équitable. Comme Sophie, nous devons refuser de nous résigner, même lorsque la peur ou la fatigue nous guettent. Si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier le message, et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre combat pour la justice. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos propres expériences, votre voix compte. Ensemble, faisons de la justice une réalité pour tous, pas un privilège pour quelques-uns. Continuons le mouvement, dès aujourd'hui.